Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans Décryptage 360, votre émission d'analyse pour comprendre en profondeur les grandes décisions et dynamiques qui façonnent l'actualité nationale et sous-régionale. Au programme aujourd'hui, deux sujets majeurs. D'abord, un élan de solidarité nationale sans précédent avec la campagne des Messira qui a permis de mobiliser plus d'1 milliard de francs CFA pour les personnes vulnérables. Ensuite, un dossier diplomatique sensible, la crise entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO avec la nomination de Lassana Kouyaté comme médiateur. Pour analyser donc ces deux thématiques, nous recevons aujourd'hui M. Relwalde Contomble, analyste politique et membre du cadre 2 heures pour Kamita. Bonsoir M. Contomble et bienvenue sur Kaziba TV. Ok, bonsoir à vous et bonsoir à toute l'équipe de Kaziba TV. C'est un plaisir d'être là. Merci surtout pour votre disponibilité. Premier sujet donc pour commencer, campagne nationale des Messira, plus d'1 milliard de francs CFA mobilisés donc pour les personnes vulnérables. En seulement 5 mois, la campagne nationale des Messira donc a permis de mobiliser plus de 1,13 milliard de francs CFA, traduisant donc une forte mobilisation des citoyens, des institutions et surtout de la diaspora. Au-delà donc des chiffres, cette initiative pose la question de l'impact réel de cette mobilisation sur les populations vulnérables. Alors, Monsieur Contombre, en 5 mois, plus de 1,13 milliard de francs CFA ont été mobilisés. Comment expliquez-vous cet engagement donc des Burkinabés autour de la campagne des Messira? Voilà, il faut dire que de par l'étymologie même à partir des Messira, voilà, sinon on va le ramener dans le jargon français, on peut dire que la route de l'aide, ou en moré on peut le dire, son ressort. Et vous savez que quand des mots comme ça sortent, il y a tout un sens profond qu'on en donne. Et orienté beaucoup plus sur les personnes vulnérables, il y a tout son sens. Voilà, tout son sens. Et aussi, on se rend compte que la situation dans laquelle nous vivons mérite beaucoup plus un regard sur nos parents, une partie de nos populations qui sont beaucoup plus dans la précarité, voilà, dû à un certain nombre de variables naturelles et non naturelles qui ont causé ça. Donc, il était tout à fait normal pour nous, les Burkinabés, voilà, des hommes intègres, des hommes qui ont la crainte de Dieu, voilà, des hommes qui savent qu'il faut essuyer l'arme de l'autre, voilà, de sorte à ce que nous puissions mettre toutes nos énergies ensemble, voilà, pour pouvoir aussi aider ceux qui sont vraiment dans le besoin, pour que ensemble nous puissions monter. C'est ça aussi qui fait partie des lois de la vie. Ça n'a pas commencé par nous, depuis les temps jusqu'à aujourd'hui. Et avoir aussi avoir les Burkinabés autour de cette grande ligne de Messira, des Burkinabés qui acceptent, voilà, mettre leurs mains dans la poche, malgré toutes les difficultés que nous encombrons aujourd'hui, jusqu'à atteindre le montant de 1 milliard et quelques, il faut vraiment les féliciter. Il faut vraiment dire merci à tous ces Burkinabés qui ont compris l'idée, qui ont compris la profondeur. Parce que on dit souvent en Afrique que quand tu aides quelqu'un en réalité, ce n'est pas la personne qui t'aide, c'est toi-même. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, eux, ils sont des personnes vulnérables. On ne sait pas ce que le temps nous réserve demain. Donc, c'est comme si nous nous aidons. Et je pense que c'est dans ce processus-là que le capitaine Ibrahim Traoré demande à tous les Burkinabés de s'engager dans l'esprit de l'endogénéité. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va venir nous aider. C'est vrai, on aura des partenaires un temps, à un moment donné, qui peuvent nous accompagner dans nos zones de difficulté. Mais on ne peut pas avoir de l'aide perpétuellement. Vous voyez, en temps, il y a eu une situation où chaque fois, les Burkinabés avaient dans l'esprit, ouais, les ONG vont venir. On a eu des gens qui sont venus pour nous aider, des Blancs sont venus nous aider. Donc, quand c'est comme ça, plus ça prend du temps, plus à un moment donné, ça joue sur le subconscient. C'est ça. Et quand ça installe sur le subconscient, il y a comment on appelle ça? Il y a un comportement qui va naître. C'est-à-dire, il y a un détachement de l'âme des citoyens du pays par rapport au pays vers la personne qui aide. Alors que l'objectif de la personne qui aide, c'était de faire en sorte que tu sois phagocyté et que ton esprit soit orienté ailleurs. Et aujourd'hui, avoir des Burkinabés eux-mêmes qui se reconcentrent, bon, je peux dire que c'est la route de l'intégrité qui est en train de se matérialiser au fur et à mesure. Alors, pour vous, concrètement, comment ces ressources financières donc, et matérielles seront-elles donc utilisées pour aider les populations vulnérables? Bon, vous savez qu'on a tout un ministère pour ça. Voilà, il y a le ministère de la famille et de la solidarité. Et dans ce ministère, vous savez qu'on a tout un nombre de secteurs, voilà, qui s'occupent beaucoup plus sur ces volets-là.
Voilà, et je pense que c'est à l'issue de ça, que la plupart de ces fonds ou de ces, comment on appelle ça, ces biens matériels seront orientés. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que les conseils de ministres se succèdent et les bilans que les ministres font au fur et à mesure, vous allez constater par vous-même, voilà, la réalité et l'impact direct, voilà, de ces activités-là. Et quand vous voyez aussi l'offensive agricole aussi qui monte en puissance avec le ministre Sombier, tout ça, ce sont des éléments qui s'interconnectent de sorte à ce que, voilà, ce que nous avons comme problème avec les personnes vulnérables, nous puissions les résoudre. 1 milliard en 5 mois, il faut vraiment féliciter. C'est pas des ONG qui nous ont donné l'argent, ce sont des Burkinabés eux-mêmes, de par leur cœur, qui ont parlé. Et c'est impactant. Et c'est ce que nous voulons pour le Burkina Faso. Vous voyez, la plupart de ces pays, ils aident. Et puis ça monte, c'est comme ça. Et quand les gens se rendent compte que c'est entre nous-mêmes que l'amour, hein, la considération, l'entraide, hein, commence à s'installer, vous ne pouvez qu'être une puissance sur la terre. Alors, quels mécanismes ont été mis en place donc pour garantir une gestion transparente et efficace de ces ressources-là? Bon, la garantie, on peut dire que premièrement, c'est le patriotisme, hein, parce que avoir des fonds de Burkinabé comme ça, qui cotisent pour une mission aussi noble pour les personnes vulnérables, c'est difficile que quelqu'un qui n'a pas l'esprit ou l'âme paisible, voilà, puisse détourner cet argent pour aller l'utiliser à des fins personnelles. C'est pas adéquat. Et voilà. Et je pense que le premier élément qui justifie ça, c'est le patriotisme. Et ensuite, il faut savoir que quand vous regardez même notre situation actuelle et aussi avec la dynamique, voilà, je crois qu'avec les moyens de pression qui sont à côté, donc pour ne pas être vu à 20h par la courade, il va falloir que, voilà, un certain nombre de comportements puissent être dissipés pour que cet argent-là, vraiment, ça puisse vraiment permettre à nos parents qui sont vraiment dans les difficultés, ils sentent que ceux qui sont loin et proches d'eux sont vraiment proches d'eux. Voilà. Alors, quel impact concret peut-on attendre donc sur le terrain, notamment pour les personnes déplacées internes et les populations les plus vulnérables? Bon, à court terme, pour les personnes déplacées internes, vous voyez, il y a un problème de logement qui va se poser. Donc, il faut résoudre ça. Ensuite, le problème de logement, il y a le problème d'eau. Parce que comme ils se sont déplacés, les sites ont changé. Voilà. Et au-delà de ça, avec l'offensive que l'armée est en train de mener actuellement, il y a des zones qu'on libère. Donc, si ceux qui se sont déplacés doivent retourner, voilà, il y a un certain nombre de minimums qu'il faut aller réaliser. Donc, les fontaines qui étaient gâtées, il faut refaire. Ensuite, les maisons qui étaient délabrées, il faut essayer de reconstruire. Et tout ça, ce sont des éléments qui vont monter. Et ensuite, il faut même occuper l'espace avec le ministère de l'Agriculture qui va gérer le terrain pour qu'ils puissent mettre en... Parce que aider les personnes vulnérables, ce n'est pas les donner à manger et après ils sont assis. Non. C'est de leur permettre de sortir de leur situation et eux-mêmes être acteurs. Voilà, c'est l'idée qu'il y a derrière. Et je pense qu'avec le processus-là, non, il n'y a pas d'inquiétude. Ceux qui nous dirigent, ils sont conscients. Alors, on est un peu pris par le temps. De dernière question pour refermer ce sujet. Et une deuxième édition est annoncée donc pour 2027. Comment assurer donc la continuité donc de cette dynamique et des résultats durables? Voilà, pour continuer cette dynamique, c'est toujours avoir à l'esprit que notre première mission, c'est la libération totale du pays. Parce que plus ce volet n'est pas encore réglé, on aura toujours des personnes vulnérables. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, si ce volet est réglé, je pense qu'on aura en main beaucoup d'arguments pour pouvoir affronter ces différentes réalités-là. Et je pense que l'objectif même primordial du gouvernement, c'est de sortir tout le peuple burkinabé de cette précarité dans laquelle le système néocolonial nous avait plongé. Et même, c'est vrai que le système a fait même que on était dans la précarité, mais encore beaucoup plus qui sont dans une précarité dont le degré même Dieu seul sait. Voilà. Donc, c'est ceux dont, voilà, les premières ressources actuelles vont permettre de faire remonter. Mais au fond, voilà, et je pense que toute la dynamique qui a été mise en place, les projets de développement, l'urbanisation, la construction d'infrastructures, la libération des grands champs de production, tout ça, c'est pour résoudre cette question de vulnérabilité. Merci beaucoup pour ces éclairages, Monsieur Contombré. On retient donc que cette campagne traduit un élan
national fort, mais que le véritable défi donc reste l'impact concret et durable. Nous passons donc au deuxième sujet, diplomatie. La CEDEAO a récemment nommé Lassana Kouyaté donc comme médiateur pour renouer le dialogue avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, dont le Burkina Faso, une initiative qui intervient dans un contexte de tensions diplomatiques marqué donc par le retrait de ces pays de l'organisation sous-régionale. Alors, Monsieur Contombré, la CEDEAO a nommé Lassana Kouyaté donc comme médiateur. Que signifie cette initiative dans le contexte actuel de rupture avec l'AES? Non, la première signification, c'est la matérialisation concrète par la CEDEAO de reconnaître qu'il y a une entité maintenant dans l'Afrique de l'Ouest qui s'appelle l'AES et qu'il faut maintenant discuter avec. Ça, c'est la première victoire. Parce qu'hier, il nous disait de revenir dans la CEDEAO. Aujourd'hui, il faut venir discuter. Ça veut dire que de façon principielle, les choses évoluent. Donc, dans ce sens, on ne peut pas les en vouloir de ne pas créer des fonctions pour des gens. Ça, on peut dire que c'est une fonction que Lassana Kouyaté a eue. Il va réussir ou pas, ça, c'est pas notre problème. L'essentiel que la discussion qu'il aura amenée avec nous, nous, on n'est pas contre la CEDEAO. Nous, on est contre le principe qu'on ne veut plus être sous tutelle française et occidentale, et même arabe. Donc, partant de ce principe, si c'est une discussion entre nous, Noirs, en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, les populations de la CEDEAO sont les mêmes populations qui sont dans l'AES. C'est la même chose, c'est les mêmes aspirations. Tout le monde veut être indépendant. Sauf ceux qui nous dirigent, qui sont encore dans un temps moderne. Alors qu'actuellement, quand vous voyez le vent qui est toujours dans notre dynamique au niveau de l'AES et même les populations de la CEDEAO, c'est dans une dynamique souverainiste. Maintenant, si les discussions que Lassana Kouyaté a eues peuvent permettre aux États de la CEDEAO de rejoindre les États de l'AES, parce que c'est ça notre souhait. Parce qu'on veut que les États de la CEDEAO rejoignent les États de l'AES pour que nous faisons le combat ensemble. C'est un combat d'ensemble. Mais si c'est pour venir convaincre les États de l'AES, pour rejoindre les États de l'AES, non, ce mouvement-là ne peut pas marcher et ça ne marchera jamais pour 3 raisons principales. La première raison est que les États de l'AES sont dans une dynamique souverainiste. Deuxième raison, nous avons un contentieux historique avec celui qui pilonne la CEDEAO actuelle et que jusqu'à présent, ce pays n'a pas été capable de reconnaître que l'homme noir est un être humain au même titre que les autres humains. Dans ses dossiers juridiques et ses lois juridiques, ce pays reconnaît l'homme noir comme un bien meuble. Nous, on ne peut pas être dans un environnement géographique bien donné, dans des structures où celui qui nous pilote dit que nous sommes des bien meubles. Ça ne marche pas. Troisième élément, nous avons décidé en âme et conscience que dans l'AES, nous sommes libres de choisir qui nous voulons coopérer. Nous n'avons plus personne sur la terre de venir nous dicter où on doit partir et à qui on doit aller prendre la lettre de discussion. Donc, à partir de ces 3 éléments-là, nous pensons que nous sommes libres et Lassana Kouyaté, en tout cas, s'il va convaincre les États de l'AES, de la CEDEAO, de rejoindre les États de l'AES, nous lui souhaitons très bonne mission. Mais si c'est pour venir avec des arguments pour demander aux États de l'AES de rejoindre les États de la CEDEAO, nous lui souhaitons un échec monumental du moment même de sa nomination. D'accord. Alors, vous lui souhaitez, vous voyez combien % de taux de réussite pour ces échanges-là ici? Ok, ces échanges, si c'est pour amener les États de la CEDEAO dans les États de l'AES, taux de réussite 100%. Mais si c'est pour amener les États de l'AES dans les États de la CEDEAO, taux de réussite 0%. Voilà. Selon vous, la CEDEAO cherche-t-elle donc à rétablir pleinement ses relations avec l'AES ou bien simplement à maintenir une coopération minimale? Bon, si c'est pour profiter à avoir des coopérations à minima avec nous, ça peut être peut-être les petits résultats que Kouyaté peut avoir. Mais maintenant, vous savez que dans ces genres de situations, pour des rapports avec des États comme cela, avec nos populations qui sont un peu éparpillées, voilà, on peut concéder certaines choses. Mais à la limite, voilà, on ne franchit pas la ligne rouge. La souveraineté de nos États, de l'AES, est non négociable. Alors, dernière question pour refermer le porte de notre émission. À l'avenir, peut-on envisager un nouveau modèle de coopération entre l'AES et la CEDEAO, fondé donc sur le respect mutuel et la souveraineté des États? En tout cas, nous, on n'a pas de problème avec une institution, un organisme, un État, un groupe d'États. Non, l'AES n'a pas de problème par rapport à ça. Parce que nous-mêmes, nos problèmes sont tellement gigantesques qu'on ne veut même pas en créer. Le souci principal est que, au niveau de la CEDEAO,
celui qui dirige la CEDEAO n'est pas un État africain. C'est ça le vrai problème. Et on donne l'impression que c'est un organisme, voilà, qui peut décider par lui-même. Non. La CEDEAO est pilonnée depuis l'extérieur, comme l'Union africaine. Voilà pourquoi les grandes questions de l'Afrique ne les concernent pas. Mais étant donné que 3 pays ont décidé de prendre en main leur destin, c'est pourquoi vous voyez ces va-et-vient matin, midi, soir. Alors que les grandes questions concernant même, comment on appelle ça, le vote, la reconnaissance de l'esclavage la plus grave contre l'humanité, mais il y a un pays de la CEDEAO qui est resté mieux, qui n'a pas voté, le Bénin. Ben, vous pensez que l'AES peut se comporter comme ça avec des États qui ne savent pas prendre des positions historiques? Non, ça ne marche pas. Et voilà pourquoi nous disons que dans ce schéma qui est bien tracé, si c'est des questions économiques, l'essentiel que dans ces questions économiques, les intérêts de l'AES soient garantis. Tant qu'il n'y a pas nos intérêts, on n'ouvre pas aucune discussion économique. Mais si nos intérêts sont garantis, on y va. Et nous, notre souhait, c'est pour que les ancêtres et Dieu fassent en sorte qu'il y ait des grands hommes d'État à la tête des États de la CEDEAO que peut-être dans un futur proche rejoindront l'AES. C'est ça notre souhait. Et je pense que le temps est un peu court et ça viendra. Voilà. Merci beaucoup, M. Relwende Contombré, analyste politique et membre du cadre 2 heures pour Kamita. Merci. Merci à toi aussi. En définitive, les 2 sujets abordés aujourd'hui mettent donc en lumière les enjeux majeurs pour le Burkina Faso et la sous-région. D'un côté, une solidarité nationale forte avec la campagne des Messira, porteuse d'espoir pour les populations vulnérables. De l'autre, une reconfiguration donc des relations régionales entre affirmation de souveraineté et nécessité de coopération. Une chose est certaine, les décisions prises aujourd'hui auront un impact durable sur l'avenir économique, social et politique de notre pays. Merci donc à notre invité Relwende Contombré pour ses analyses. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Décryptage 360. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.